c'est génial de vous voir ici. On est vraiment... Je racontais à Myriam que nous, on a commencé ça en septembre. Comme ça, la tricoterie nous met à disposition une salle, enfin à Almou. Et puis on se dit, bon, ben on y va. Et puis on commence en faisant un peu de publicité. Et tout à coup, la première fois, il y avait 35 personnes. Et là, on en a la troisième. Et voilà, c'est incroyable. Et voilà, juste avec un compte Instagram. Et puis c'est tout, je crois. Enfin, et des flyers et tout ça. Enfin voilà, vraiment, c'est magnifique, moi, je trouve, parce qu'on est des bénévoles, et alors de voir que tout ce qu'on a fait pendant tout ce temps le soir et les réunions du dimanche, autour d'un croissant ou pas, ben, ça donne ça. Ben voilà, moi voilà, je suis en pleine forme. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous accueillons Myriam Benjatou de la SBL Femmes de Droit, qui va commencer à parler de ce sujet, donc des parents protectrices. Et puis ici, bientôt, il va y avoir Fatma Karali de la SBL Les Merveilleuses qui complétera tout ce qu'aura dit Fatma. Donc elle va arriver bientôt, voilà, on la laissera rentrer et voilà. Alors Myriam nous propose que vous posiez vos questions pendant son intervention. Donc voilà, on vous propose de juste, si vous voulez lever la main, et puis au moment donné où on voit qu'il y a un petit creux dans le discours, ben, on vous amènera le micro. Les caméras, c'est uniquement pour filmer les 3 personnes qui sont ici sur ces fauteuils rouges. C'est pour ça que les fauteuils sont rouges, comme ça, elles sont bien repérées. Ça va ? Et si vous voulez qu'on enlève la question que vous poseriez, on peut le faire aussi. Hein. C'est déjà fait. On enlève les questions. Donc, allez-y. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on se lance ? Non ? Ben voilà. Ben, je te laisse la parole et voilà. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très très impressionnée de voir le nombre que nous sommes cet après-midi pour parler d'un sujet... disons que j'aimerais bien que ce sujet n'existe pas et qu'on puisse être tous et toutes dans notre canapé cet après-midi, bien confortablement installés en train de regarder notre dernière série préférée ou de lire notre dernier roman préféré ou de faire n'importe quelle activité qui nous fait du bien. Et malgré le fait que ce sujet existe, nous pourrions toutes être en train de faire ça. Et à la place, nous avons décidé d'être ici et de réfléchir collectivement à cette question. Et je pense qu'on peut déjà être très fiers de chacune de nous et de chacun de nous pour ça, parce que c'est pas facile, ça demande de l'énergie, c'est injuste, parce qu'en plus, c'est quand même rarement les personnes pas concernées qui mettent cette énergie-là, donc c'est en plus de l'énergie qu'on met, en plus de ce qu'on a pu vivre soi-même ou ce que nos proches ont pu vivre. Voilà, donc je voulais déjà commencer par vous remercier, tous et toutes. Comme on vous l'a dit, je m'appelle donc Myriam Benjatou, je suis juriste, je travaille au sein de l'association Femmes de Droit où je me suis spécialisée sur la question des violences faites aux femmes et aux enfants et je me suis spécialisée sur ces questions-là, pas par hasard, je me suis spécialisée là-dessus parce que c'est ce que j'ai vécu. Donc j'ai vécu de l'inceste dans mon enfance. On n'est pas ici pour en parler en long, en large et en travers, mais je pense que c'est important que vous sachiez aussi d'où je me situe et d'où je parle. Donc, j'ai une double casquette, une casquette de personnes concernées et puis une casquette de personnes qui a réfléchi d'un point de vue théorique dessus, mais en mélangeant les deux. Dans la suite de ma présentation, je vais utiliser une règle qu'on utilise à Femmes de Droit, qui est la règle de la majorité l'emporte, plutôt que la règle de l'Académie française, qui dit qu'on peut parler d'1 milliard de femmes et d'un tabouret, et qu'on devra parler au masculin universel, ce qui est quand même un peu bizarre en fait. Nous, on décide que la majorité l'emporte. La majorité parmi nous sont des femmes, et c'est bien parce que ça commence un peu à évoluer, et que proportionnellement, le nombre d'hommes parmi nous est faible, certes, mais incroyablement élevé par rapport aux premières fois où j'ai commencé à parler du sujet, il y a 5 ans, publiquement je veux dire, et où... Enfin, vraiment, on n'était que des femmes, donc vraiment, merci de vous intéresser à ce sujet. Je vais parler aussi à la féminine quand je parlerai des victimes. Pour autant, à aucun moment je n'oublie qu'il y a aussi des hommes qui sont victimes quand ils sont petits garçons. Je parlerai des agresseurs majoritairement au masculin, je parlerai des agresseurs au masculin parce que la majorité des agresseurs sont des hommes. Je n'oublie pas que malheureusement, une partie des agresseurs sont des femmes, c'est le cas dans mon histoire. Mon agresseur à moi, c'est ma génitrice. Je parlerai des parents protecteurs
plutôt à la féminine des parents protectrices, parce que l'écrasante majorité des parents protectrices sont des femmes. Je n'oublie pas que parfois ce sont des hommes, c'était le cas dans mon histoire à moi. Mon parent protecteur, c'était mon père. Mais mon histoire ne fait pas une généralité, et je ne peux pas, par mon histoire, dire oui, mais on s'en fout des statistiques, et donc je garderai ce principe-là, mais vraiment, quand je vous dis que je ne l'oublie pas, je ne l'oublie pas parce que vraiment c'est inscrit dans ma propre histoire. Quand on parle d'inceste, bon, j'imagine que si vous êtes là toutes et toutes aujourd'hui, vous le savez déjà, mais c'est quand même important pour moi de rappeler que selon les statistiques les plus optimistes, c'est-à-dire avec les chiffres les plus faibles, c'est 10% des enfants qui sont concernés par l'inceste. Ça, c'est dans les statistiques les plus optimistes. Dans les statistiques plus réalistes, on monte à 20% des enfants, un enfant sur 5. Et il se pourrait même que ce soit plus élevé que ça. Autrement dit, quand on est dans une pièce de 10 personnes, il y en a au moins 2 qui ont vécu de l'inceste quand ils étaient enfants. Et il y a au moins la moitié qui ont été touchés par l'inceste, ne fût-ce qu'en tant que témoins. Et 100% ont côtoyé des victimes d'inceste, souvent sans le savoir. Mais c'est important de s'en rendre compte, et de se rendre compte que la culture de l'inceste, elle nous touche, qu'on ait été concerné ou pas, parce qu'on est entouré de ce sujet, bien malgré nous. Je dis ça parce qu'on a parfois l'impression que le sujet, ouais, ça va, c'est quand même très minoritaire, c'est pas si important. Enfin, je veux dire, si c'est grave, oulala, pour les victimes concernées, c'est pas bien. Mais bon, on est quand même en train de parler d'une tellement petite minorité de gens que est-ce que ça vaut la peine de... Oui, vraiment oui, ça vaut la peine, parce que ça concerne les victimes, ça concerne toutes les proches, et ça concerne la façon dont on envisage la société. Ce qui est dramatique, c'est que on va parler des parents protecteurs, protectrices, mais je trouve que c'est important de parler de la responsabilité de l'État, parce que le premier organisme qui devrait être responsable de chaque enfant dans une société, c'est la société elle-même. Moi, je crois de moins en moins à l'importance de 2 personnes principalement responsables d'un enfant, et puis le reste qui gravite autour. Moi, je pense que l'ensemble du village est important pour éduquer l'enfant, pour reprendre l'expression, et que l'ensemble du village est responsable de la façon dont on protège ou pas cet enfant. Or, aujourd'hui, on se retrouve avec des services d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse qui nous annoncent des délais de 8 mois avant de pouvoir ouvrir un dossier quand un enfant dénonce de l'inceste. 8 mois pour ouvrir le dossier, je ne vous parle même pas de tout le reste. Évidemment que du coup, ça rend les choses particulièrement compliquées. Et ça, c'est que le premier niveau de protection. C'est juste le service d'aide à la jeunesse qui est censé être sur une base volontaire. Et puis après, on passe au service plus approfondi. Encore aujourd'hui, la question de l'inceste et du trauma incestueux ne fait pas partie de la formation des psychiatres. Ça représente 70% de la patientèle des psychiatres. C'est pas moi qui le dis, ce sont les psychiatres eux-mêmes. Et pourtant, ça ne fait pas partie de leur cursus de base. On préfère leur apprendre que les petites filles sont amoureuses de leur papa à 3 ans. Et ce serait drôle si ce n'était pas aussi dramatiquement vrai, malheureusement. Depuis quelques années, moi, quand j'ai commencé à publier des vidéos sur le sujet en 2019, ce qui est relativement récent, et je suis très très loin d'être la première, vraiment. La première vidéo sur le petit écran d'ailleurs, qui a été diffusée, c'était en 86 de mémoire. Et le sujet de l'inceste a fait l'objet de plusieurs discussions lors du Tribunal international des femmes en 75 à Bruxelles. Donc vraiment, c'est pas nouveau. Mais comme nous n'avons aucune connaissance de l'histoire des femmes et des mouvements, de l'histoire des mouvements de femmes, bien, on réinvente l'eau tiède à chaque fois que de nouvelles féministes s'impliquent dans la lutte. Et donc en 2019, quand j'ai commencé à publier des vidéos, politiquement, il n'y avait vraiment aucune suite à ce qu'on essayait de faire passer comme message. Et puis il y a eu la Familia Grande, et alors là, tout d'un coup, certains politiciens, politiciennes ont semblé découvrir, oh là là, ouais, ça existe.
ce qui m'a mis très très fort en colère. Mais enfin, on a réussi à faire changer les lois. Quand je dis on, je suis une goutte dans un océan qui a permis ça. Vraiment, je ne veux absolument rien m'approprier et au contraire, rappeler que c'est le pouvoir du collectif qui a permis ça et que c'est l'ensemble de tout ce que celles qui ont fait avant moi ont commencé et de toutes celles qui ont fait en même temps que moi, que je les connaisse ou pas, qui ont permis ça. D'accord ? Là, je parle de là où moi je me situe, mais vraiment, tout ça a été permis que grâce à du collectif. On a permis d'avoir une modification législative et donc d'introduire l'incrimination de l'inceste pour la première fois dans le code pénal en 2022. Alors, est-ce que ça veut dire que l'inceste n'était pas du tout puni avant ? Non. Est-ce que l'inceste était bien puni avant ? Non plus. Est-ce qu'il est bien puni maintenant ? Toujours pas. N'empêche que maintenant, il est nommé. Et c'était important qu'il soit nommé parce que la représentation de la plupart des gens des agressions sexuelles, c'est une représentation soit à la marque du trou, c'est-à-dire un gars en camionnette blanche qui enlève des gamines le long d'une route sur un petit pont champêtre, soit d'un agresseur avec un long imperméable beige au fin fond d'un parking désert à 22h, vous voyez ? Sauf que l'inceste, c'est pas ça, et en fait l'écrasante majorité des violences sexuelles, c'est pas ça. Évidemment, quand on est agressé par quelqu'un qu'on ne connaît pas, et qu'on identifie tout de suite que c'est pas ok ce qui se passe, et qu'on a les ressources suffisantes, on peut dénoncer relativement rapidement ce qui nous arrive. Et encore, pas forcément. Mais quand on n'a même pas conscience que ce qui nous arrive n'est pas ok, qu'on n'a absolument pas les moyens d'en parler ni les ressources, évidemment que ça va mettre longtemps pour en parler. Et du coup, toutes les règles qui étaient liées aux violences sexuelles, partons du principe d'un agresseur inconnu, qui ne fait pas pression, qu'on ne connaît pas, qu'on ne recroisera pas, passer complètement à côté de l'agresseur qu'on côtoie tout le temps. Et puis aussi, les juristes n'avaient absolument pas conscience de ce qu'était l'inceste. C'est-à-dire que quand on parle d'inceste juridiquement, généralement, on nous renvoie vers un arrêt de la Cour européenne des droits humains qui nous parle d'une histoire assez sordide de deux personnes qui ont été adoptées, qui se rencontrent, qui tombent amoureuses, qui veulent faire des enfants, qui veulent se marier et qui, au moment de se marier, découvrent qu'elles ont été adoptées et qui, en remontant leurs origines, découvrent qu'elles sont frères et sœurs. Et on nous dit, vous voyez que l'inceste consenti... oh, waouh! Ces gens n'ont pas été élevés comme des frères et sœurs. D'où on parle d'inceste ici. De la même manière que ce seraient des enfants qui biologiquement n'ont aucun lien, mais qui ont été élevés comme des frères et sœurs, ce serait très choquant. Enfin, je veux dire, c'est pas le lien génétique ici qui est le plus choquant, c'est comment est-ce qu'on grandit. Et en plus, honnêtement, ça n'a pas dû être facile pour eux. Mais utiliser cette histoire pour ne pas légiférer sur l'inceste, parce que avant la Familia Grande, c'est ça qu'on me ressortait, c'est quand même très très problématique. Et surtout, on mélange tout. On met derrière le même mot des histoires qui sont très différentes. Et d'un autre côté, on exclut des situations qui pourtant sont très proches. Un enfant qui grandit dans les services d'aide ou de protection de la jeunesse et qui a un éducateur référent ou une éducatrice référente pendant 6 ans, et cette éducatrice ou cet éducateur le viole toutes les semaines. Est-ce que c'est pas très très similaire à une question d'inceste ? Quand même oui, Et donc, je pense que c'est important de réfléchir collectivement aux mots qu'on utilise. C'est la raison pour laquelle j'utilise plus le mot pédophile depuis longtemps. L'écrasante majorité des agresseurs d'enfants, s'ils avaient le choix entre une femme consentante et un enfant, préféraient une femme consentante. C'est juste que si personne n'est consentant, c'est quand même plus facile de dominer un enfant qu'une femme. C'est juste ça. C'est pas pour rien que l'écrasante majorité des enfants victimes sont très petits, parce que c'est encore plus difficile de se défendre avant un certain âge. Je me rends compte quand même, comme je travaille sur le sujet, que j'ai appris à mettre beaucoup de distance, mais je dis des choses qui sont hyper difficiles en fait à entendre. Sentez-vous libre à tout moment de vous lever, de faire une pause, de boire quelque chose, et surtout, après aujourd'hui, je pense que les ateliers qui vous sont proposés sont extrêmement pertinents pour sortir des choses de nous et sentez-vous très très libre de faire des choses qui vous font du bien pour remettre de l'énergie.
Parce que, voilà, sortez pas d'ici en vous disant, voilà, c'était un peu dur, on passe à autre chose. C'est remuant, et c'est normal parce que vous êtes des êtres humains. Vraiment, ce serait très inquiétant si ça ne vous faisait rien du tout. Ok. Donc, depuis 2022, l'inceste est inscrit en tant que tel dans le code pénal comme incrimination spécifique. Plus exactement, on reprend les infractions à caractère sexuel que sont le viol, l'atteinte à l'intégrité sexuelle, le voyeurisme ou la diffusion d'images à caractère sexuel avec ou sans intention méchante. Ne me demandez pas ce que c'est sans intention méchante. Nous avons été très très nombreuses à poser la question aux législateurs avant que la loi ne soit votée, y compris l'ordre des avocats et y compris le Conseil supérieur de la justice. Comment est-ce qu'on peut diffuser des images à caractère sexuel sans intention méchante? Je veux dire, si on ne le fait pas exprès, alors on n'est pas responsable, c'est le principe même du code pénal. Puis si on l'a fait exprès, je vois pas quelle intention gentille on peut avoir en faisant ça. Vraiment, ça n'a aucun sens. Mais c'est le code pénal. Et donc, quand ces infractions-là sont commises par un parent au sens large, c'est-à-dire une personne ascendante, une personne collatérale jusqu'au 3e degré, ou n'importe quelle personne qui occupe une position similaire, donc beau-parent, alors il y a inceste si la victime est mineure. Parce que si la victime est majeure, peut-être quand même elle voulait bien, quoi. J'espère que vous voyez mon ironie. Si la victime est majeure, il faut qu'elle prouve qu'elle n'était pas consentante. Bon, là, il y a encore du débat, il y a encore du combat, à mener. N'empêche que c'est déjà une victoire parce que si la victime a moins de 18 ans au moment des faits, en tout cas au moment où ça commence, il n'y a plus besoin de prouver l'absence de consentement, ce qui était le cas avant. Si ça avait lieu, avant 14 ans, il n'y avait pas à prouver de consentement, mais à partir de 14 ans, il fallait prouver l'absence de consentement de l'enfant. Au moins maintenant, ça a disparu, donc on progresse. À partir d'avril, donc c'est presque demain, le nouveau code pénal va rentrer en vigueur. Et ça va être à peu près la même chose, si ce n'est que le code pénal a voulu lisser les peines pour rendre les choses un peu plus... j'essaye de trouver leurs mots, c'est pas facile. Plus logique, mieux fait. Bon. Alors, actuellement, il faut savoir aussi que quand une loi pénale est votée, si elle rentre en application aujourd'hui, disons, imaginons quelqu'un qui a commis un fait hier, c'était encore l'ancienne loi, le juge va devoir regarder l'ancienne loi et la loi actuelle et décider la moins dure possible, la plus favorable possible pour l'agresseur, pour la personne poursuivie. Ok ? Donc jusqu'à présent, le viol incestueux est puni de 20 à 30 ans de prison, et à partir d'avril, ce sera 15 à 20 ans de prison, avec un suivi qui peut aller jusque 15 ans quand même, et une déchéance des droits civils qui peuvent aller jusque 10 ans, mais rien n'est précisé sur le type de suivi dont bénéficiera cet auteur, puisqu'en droit pénal, on parle d'auteur. L'atteinte à l'intégrité sexuelle incestueuse, aujourd'hui, c'est 15 à 20 ans. À partir d'avril, ce sera 10 à 15 ans, toujours avec un suivi de 15 ans et une déchéance des droits civils de 5 à 10 ans. Le voyeurisme incestueux, c'était 10 à 15 ans, ce sera 5 à 10 ans, avec un suivi qui peut aller jusque 10 ans et toujours une déchéance des droits civils et qui peut aller jusque 10 ans. Et la diffusion d'images sans intention méchante, actuellement, c'est 15 à 20 ans, et avec intention méchante, c'est 15 à 20 ans, plus une amende qui peut aller jusque 10 000 €. Et à partir d'avril, ce ne sera plus qu'une peine de prison allant de 10 à 15 ans. Donc on voit une diminution des sanctions. Alors, je ne suis pas pour la prison, et je ne suis pas sûre que la prison soit une solution, mais je pense que rien n'est pas une solution non plus. Et donc j'aurais vraiment aimé que cette réforme soit l'occasion de prévoir autre chose que rien. Mais bon. Ça, c'était pour le cadre légal. Et l'écrasante majorité des personnes victimes d'inceste sont mineures au moment
de l'agression. Et si un des deux parents est incesteur, un des deux parents ne l'est pas. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va parler des parents protectrices à la féminine, parce que majorité l'emporte, je rappelle. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on découvre que son enfant est victime d'inceste ? À votre avis, qu'est-ce qu'on fait ? En généralité, vous demandez ? Imaginez là, vous découvrez que votre enfant est victime d'inceste, qu'est-ce que vous faites ? On va voir l'agresseur. On va voir l'agresseur ? La première intention, c'est d'avoir envie d'aller voir l'agresseur, de le confronter. Confronter l'agresseur, ok. Aller chez un médecin. Aller chez un médecin. Éloigner l'enfant. Éloigner l'enfant de l'agresseur. On appelle des SOS enfants pour Aller SOS enfants pour aider l'enfant avec les différents professionnels compétents. Qu'est-ce qu'on peut encore faire ? Porter plainte. Aller à la police. Aller à la police. Voilà des choses qui me semblent très évidentes à moi aussi, mais qui ne font plus partie de ce que je conseille en première intention à des mères qui m'annoncent qu'elles ont découvert que leur enfant est victime. Non pas que je leur dis laisser faire, vraiment pas. Mais aujourd'hui, dénoncer l'inceste comme ça, là votre enfant vous fait un dessin et vous dénonce des trucs, a priori à 4 ans il n'a pas sorti ça du petit Gulli, et donc vraiment il se passe un truc, ça va se retourner contre la mère. Même quand la mère se prépare et fait tout ce qu'il faut en amont, ça se retourne même contre elle. On imagine souvent qu'il y a un intérêt à déposer de fausses plaintes. D'ailleurs, les victimes, elles s'en foutent quand même de l'or en barre avec des fausses plaintes. Alors, d'abord, on n'est pas aux États-Unis. Le préjudice moral en Belgique, quand on l'obtient, vous savez à combien il s'élève ? Un montant faramineux de 1 euro symbolique. Alors je sais que Picsou nous dit que c'est grâce à sa première pièce qu'il est devenu riche, mais dans la vraie vie, les femmes ne deviennent pas riches avec 1 euro symbolique. Vraiment, ça ne marche pas. Les dommages et intérêts ne couvrent que les frais qu'on peut prouver et qui sont indéniablement liés au traumatisme. C'est-à-dire que si vous avez fait une thérapie, mais que peut-être votre thérapie c'est aussi lié à votre mère ou à votre boulot, alors ce ne sera pas pris en compte, parce que c'est pas que le trauma, J'espère que vous percevez l'ironie de nouveau. Et donc, c'est pas l'entièreté des frais que vous auront coûté ces violences qui vous seront remboursés. Et ça, c'est si vous obtenez une condamnation. On est à moins de 0,2% de condamnation sur les violences sexuelles. Et c'est encore moins élevé sur les violences incestueuses. J'imagine que vous voyez mon sourire très enjoué. Et donc, c'est que dans ces cas-là que, éventuellement, les victimes obtiennent un dédommagement. Par contre, 100% des victimes passent par un système judiciaire qui est atrocement violent, qui est atrocement long, qui coûte énormément de temps, d'argent. Vraiment, il n'y a aucun intérêt à déposer une fausse plainte. Vraiment, jouer au loto, c'est plus efficace, quoi. Et sans oublier que, je vous l'ai dit en introduction, j'ai vécu de l'inceste. Et aujourd'hui, j'en parle sans honte, parce que j'ai passé des années de thérapie à renverser la honte et à me rendre compte que ce qui était honteux, c'était pas d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Ce qui est honteux, c'est d'avoir commis ce qu'on a fait. Mais ça a dû demander énormément de temps et de travail, et il reste une partie de la société qui me regarde comme si j'étais une pestiférée quand on apprend que j'ai vécu ça. La honte reste présente dans la société malgré tout. Qui, pour espérer obtenir 0,2% de chance d'avoir une condamnation et peut-être des dommages et intérêts, se tape toute la honte et tout le process qui va avec. Ça n'a aucun sens, quoi. Alors on me répond à ça, les femmes adultes peut-être, mais par contre les mères. Moi j'ai un juge qui m'a dit « Ah oui, vous savez madame, si je devais croire toutes les mères qui accusent leur ex d'inceste, j'aurais un dossier toutes les semaines. » C'est-à-dire, monsieur le juge, vous devriez avoir 2 à 3 dossiers chaque semaine, comment vous dire ? Oui, un dossier par semaine, ça ne me semble pas choquant en réalité, ça fait 52 dossiers par an, sur 400 dossiers, ça me paraît pas délirant, ça fait un 8e, on est loin du 1/5 d'enfant, mais voilà, c'est horrible en fait
d'imaginer qu'on vit dans un monde où ça arrive. On a tous et toutes envie de croire quand même, hein, que au sein de la famille, dans son petit lit, avec la tête de lit roi lion et des petites fées clochettes en décoration, on est en sécurité et que tout va bien. Évidemment que c'est confortable de croire ça, et c'est tellement plus confortable d'imaginer qu'une mère invente des violences plutôt que d'imaginer que des enfants subissent ces horreurs. Et vraiment, je comprends, c'est très humain, mais c'est faux. Et en fait, le déni que les adultes mettent en place pour se protéger de la violence, si ça n'avait comme conséquence que juste les couper, eux, de leur réalité. Mais en fait, ça a comme conséquence de mettre des enfants en danger. Et quand je dis ça, et je sais que ça choque, mais moi, je connais personnellement une centaine de mères actuellement en Belgique qui ont perdu la garde de leur enfant pour avoir dénoncé l'inceste que leur enfant subissait. Dans des dossiers où j'ai pu voir des pièces, je n'ai aucun doute de l'inceste subi. C'est-à-dire, c'est pas juste elles m'ont rapporté que, et c'est une mère qui m'a dit qu'elle avait une copine qui m'a dit que. Hein. C'est des dossiers où j'ai vu des photos, j'ai vu des enregistrements, des témoignages, des dessins d'enfants. Je sais, avec un degré de certitude absolue, que cet enfant subit de l'inceste. Et cet enfant, au mieux, est dans une institution, mais n'a pas le droit de visite envers sa mère, au pire, est carrément confié à l'agresseur. Et ça, c'est une réalité qui existe encore aujourd'hui, et notamment parce que notre système continue à croire dans la théorie du syndrome d'aliénation parentale. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est le syndrome d'aliénation parentale ? Je vais en parler en mettant beaucoup de distance et beaucoup d'humour. Donc, je vous préviens qu'il va y avoir beaucoup d'ironie dans tout ce que je vais dire. Mais donc, le syndrome d'aliénation parentale, c'est un grand chercheur américain, un certain Richard Gardner. Ce grand chercheur se prétend docteur en psychiatrie. Alors, des féministes ont essayé de retrouver trace de son diplôme, jusqu'à présent sans succès. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu de diplôme, ça veut dire que pour le moment, on ne trouve pas la trace de son diplôme. Ce monsieur se prétend aussi professeur d'université, on a vérifié, enfin, pas moi, d'autres féministes ont vérifié, et ce monsieur a donné des conférences dans ces universités, mais n'a jamais enseigné. C'est comme si je disais que j'étais professeur à la tricoterie, parce que j'interviens aujourd'hui devant vous, ça n'a aucun sens, on est bien d'accord. D'ailleurs, à ce titre-là, si on est professeur comme ça parce qu'on intervient, moi je suis professeur à l'université de Liège, à l'université de Mons, à l'université de Bruxelles évidemment, à l'université de Namur, à l'UCL, à l'université catholique de Louvain. Voilà, j'ai beaucoup de titres de professeur à ce titre. Oui, effectivement, comme dit Fatma, Epstein aussi a menti sur ses diplômes. Il y a aussi beaucoup de choses qui vont encore sortir de cette affaire bien sordide. Mais en tout cas, Richard Gardner, reprenons ce cher monsieur. Donc voilà, vous imaginez bien tout l'amour que j'ai pour lui. Ce monsieur nous explique qu'en fait, on a une mémoire qui nous vient de la préhistoire. Parce qu'à la préhistoire, les hommes tiraient les femmes par les cheveux, vous savez. Et du coup, nous, les femmes, on s'est légué de génération en génération depuis la préhistoire. Vous imaginez comme c'est vieux, qu'à chaque fois qu'un homme fait un truc qu'on ne comprend pas, c'est de la violence. Parce qu'on est un peu bébête, on ne sait pas analyser les trucs. Donc, si on ne comprend pas, pouf, on n'essaye pas de comprendre. On se dit tout de suite, paf, oulala, monsieur est violent. Bon. Et puis, petite parenthèse, on sait aujourd'hui qu'à la préhistoire, il y avait pas mal de sociétés égalitaires. Hein. Le patriarcat, il s'est particulièrement développé à partir de la sédentarisation. Fin de la parenthèse. À côté de ça, ce monsieur nous explique que... Pardon ? La recherche en histoire démontre de plus en plus que le patriarcat s'est surtout développé à partir de la sédentarisation, donc à partir de l'Antiquité, mais que durant la partie préhistoire, on a pas mal de sociétés égalitaires en fait. C'est juste que pendant des années, quand on voyait une femme avec des outils de chasse, c'était un homme. Ou c'était lui le chef du clan, jusqu'à ce qu'on se rende compte avec certaines recherches génétiques que, non, en fait, c'était des femmes. Oh waouh! Et en fait, on retrouve autant de femmes chasseurs, chasseresses que d'hommes, autant de femmes chefs de clan que d'hommes à cette époque-là. Donc
je ne dis pas que c'était parfait, je dis juste que c'était... Et je ne dis pas que c'était comme ça partout, je dis juste que ça l'était plus que ce qu'on a pu apprendre à l'école, nous, ou ce que certains médias ont pu nous transmettre via les pierres à feu ou ce genre de choses. Donc, M. Gardner nous explique aussi que le rôle d'éducation des pères et des mères n'est pas le même, et que les pères, c'est là où ça devient très vomitif, hein, donc ne visualisez pas si vous êtes visuel comme moi, le rôle des pères, c'est d'éduquer les enfants à la sexualité. Et quoi de mieux que la mise en pratique dans l'éducation? Parce que bon, la théorie, ça va 2 minutes, mais ça ne sert pas à grand-chose, donc il faut mettre en pratique ce qu'on apprend à l'enfant, et donc idéalement, il faut mettre en pratique la sexualité à partir de 2-3 ans. Alors si vous êtes choqué par ce que je viens de dire, c'est soit parce que vous êtes une femme, parce que vous savez bien, nous on est bêtes, on ne peut pas comprendre, donc on pense que c'est violent, ou bien c'est parce que vous êtes juif. Ça, c'est Richard Gardner. Alors Richard Gardner, il a le génie, malheureusement, d'inventer une grille de diagnostic pour identifier... Ah oui, non, pardon, du coup, je continue le raisonnement. Les femmes, elles découvrent que leur compagnon a des relations sexuelles avec l'enfant. Pouf, elles ne comprennent pas, donc elles estiment que c'est de la violence. Du coup, elles l'accusent de violence. Et il dit, en fait, on ne va pas pouvoir... diagnostiquer qu'elle ment ou qu'elle invente des choses parce qu'elle est vraiment persuadée. Donc on va diagnostiquer qu'elle a un problème à travers son enfant. Faites une recherche. Combien de maladies, psychiatriques ou non psychiatriques, se diagnostiquent à travers quelqu'un d'autre? Spoiler, aucune. Vraiment, pas une demi. Sauf l'aliénation parentale inventée par Richard Gardner. Et donc, on va diagnostiquer, on va analyser l'enfant pour savoir si la mère est atteinte de cette pathologie qu'il va appeler l'aliénation parentale. Donc la mère est aliénante, elle va aliéner son enfant et elle va lui faire croire que ce qu'il vit c'est de la violence parce qu'elle en est persuadée. Et donc c'est pour ça que ça ne sert à rien de l'analyser elle, parce qu'elle en est vraiment persuadée, parce que c'est une femme, peut-être même parce que c'est une femme juive, imaginez, pire que tout, oulala. Et donc, on va analyser l'enfant. Et il fait une grille de diagnostic pour analyser l'enfant. Et c'est là où, malheureusement, son génie, on aurait aimé que cette intelligence serve à autre chose qu'à ça, c'est qu'en fait, il va nous faire une grille qui correspond quand même vachement beaucoup à la grille de syndrome de stress post-traumatique. C'est-à-dire que si vous analysez un enfant et que vous cochez toutes les cases qui prouvent qu'il est aliéné, qu'il est victime d'aliénation parentale, en réalité, si vous faisiez une grille pour évaluer s'il est victime de stress post-traumatique dû à de l'inceste, vous cocheriez exactement les mêmes cases. Alors évidemment, ce que je vous dis là, c'est très choquant. Donc on est d'accord que apprendre ça aux travailleurs, travailleuses sociales, au personnel, aux magistrats, aux avocats, ça n'aurait pas pris, et vous avez raison. Les masculinistes, d'abord au Canada, et puis avec malheureusement un Belge, qui a essaimé ces petites graines un peu partout, et qui malheureusement fait partie de la formation des magistrats, notamment et des services d'aide et de protection de la jeunesse depuis une 30aine d'années maintenant, des masculinistes ont repris cette théorie mais l'ont lissée. C'est-à-dire que on laisse tomber la préhistoire et les femmes tirées par les cheveux, on laisse tomber les juifs aussi, c'est pas trop porteur en ce moment. On laisse tomber le fait que les femmes sont vraiment persuadées que c'est de la violence, parce que du coup c'est pas de leur faute. On va garder la grille de diagnostic, et ce qu'on va garder, c'est qu'elles influencent leur enfant, elles manipulent leur enfant pour leur faire croire qu'il y a de la violence, et puis elles vont faire ça dans le cadre de séparation. Ça marche bien. Et donc c'est cette rhétorique-là qui va être regardée et qui va être transmise avec des articles qui ont l'apparence de sérieux, vraiment, et qui nous expliquent que quand notre mère prétend qu'on est victime d'inceste, ça crée des dommages plus graves que si on avait vraiment été victime d'inceste. Et donc, si un juge a un doute, est-ce que l'enfant est victime d'inceste ou est-ce que l'enfant est victime d'aliénation parentale? Comme les dommages les plus graves, ce serait l'aliénation parentale, eh bien, l'intérêt de l'enfant, c'est de le confier à son incesteur. Et c'est redoutablement efficace comme procédé, parce que c'est exactement ça qui se passe encore aujourd'hui devant les cours et tribunaux et devant les services d'aide et de protection de la jeunesse.
Et c'est important de connaître l'histoire. C'est important de pouvoir remonter à ce sujet. Moi aussi, hein, j'ai cru pas très longtemps, mais j'ai cru aussi au syndrome d'aliénation parentale, parce que vraiment, on me l'a présenté de manière tout à fait sérieuse. Et puis, on a cité Richard Gardner. Puis quand je suis remontée à la source, alors vraiment, je vous invite à aller sur son site. Ce qui est savoureux, c'est de regarder, il met pas ses notes en bas de page, il met ses notes en fin de texte. Et vraiment, c'est savoureux, parce que sur une centaine de notes en bas de page, il se référencie lui-même 99 fois. Je vous jure, c'est vrai. C'est hyper drôle. C'est comme si tout ce que je vous disais aujourd'hui, la seule référence pour justifier tout ce que je dis, eh ben, c'est ce que j'ai déjà dit. Oh, waouh! Et vraiment, rappelez-vous de ça quand vous doutez de votre capacité réelle à pouvoir exercer vos fonctions. Vraiment, il y a des mecs qui ne doutent de rien, qui sont absolument complètement incompétents et qui osent vraiment, ayant l'audace d'un homme médiocre, quoi. Enfin... Oui. Je te remercie. Je suis assez d'accord, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est très inconfortable de vivre dans un monde où des enfants vivent ça. Et c'est beaucoup plus confortable de vivre dans un monde où les mères mentent. Et le syndrome d'aliénation parentale, il vient s'inscrire dans cette envie de ne pas voir la réalité, avec un apparat de scientificité qui vient légitimer ce déni en se disant « bah non, c'est pas moi qui le dis, hein, j'invente rien, c'est la science ». Il y a aussi le fait qu'on se sent fort impuissant par rapport à toute une série de situations et qu'on ne sait pas toujours comment réagir. D'abord parce qu'aujourd'hui, en Fédération Wallonie-Bruxelles, il n'existe toujours aucun protocole officiel lorsqu'on apprend qu'un enfant est victime d'inceste. Toujours aucun. Parfois on dit, certaines directions disent aux enseignantes, de nouveau majorité l'emporte, non mais en fait, secret professionnel, vous n'avez pas le droit de faire quoi que ce soit. Vraiment, c'est pas vrai, hein. Je veux dire, et si vous voulez qu'on prenne le code pénal, alors il y a la non-assistance à personne en danger qui vaut tout autant, et il n'y a pas de secret professionnel de la part des enseignantes. Parfois on leur dit il faut passer par SOS Enfants. Alors, quand j'ai commencé mon travail, j'étais persuadée que les institutions étaient valables et que dedans il y avait des personnes très problématiques qui travaillaient. Plus je creuse le sujet, ça fait plus de 10 ans maintenant, et plus je suis persuadée que les institutions sont problématiques et que dedans, il y a des gens qui essayent de faire du mieux qu'ils peuvent. Donc quand je critique une institution, si jamais je critique l'institution dans laquelle vous travaillez, ne vous sentez pas visé personnellement. J'imagine bien que si vous êtes ici, c'est que vous avez envie de faire les choses bien. Mais le système ne le permet pas. Le système d'aide à la jeunesse, du service d'aide à la jeunesse, part du principe qu'il faut une médiation entre l'enfant et ses parents. Quand les parents sont incesteurs, il n'y a pas de différence. Des délégués du SAJ qui respectent le décret et le cadre qu'on leur impose sont obligés d'organiser des réunions avec l'enfant et son incesteur de manière régulière. Alors je sais qu'il y a des délégués qui s'arrangent pour convoquer le même jour mais pas aux mêmes heures pour éviter qu'il y ait une rencontre des deux, mais que sur papier ce soit les mêmes jours, comme ça ils n'ont pas de problème. Mais donc imaginez toute la gymnastique mentale qu'il faut faire pour rester dans le cadre du décret sur papier sans mettre en danger les enfants. C'est un moment, c'est infernal en fait, hein. Vraiment, c'est le système qui est défaillant ici et qui est sous-financé. Parce que en 2009, c'est pas comme si depuis les choses s'étaient améliorées. Un délégué du SAJ m'expliquait que, d'après la Fédération Wallonie-Bruxelles, il devrait être en charge de 50 enfants maximum pour bien faire son travail, et qu'il avait présentement, en 2009, 150 familles à gérer. 150 familles. Dans certaines familles, il y a un enfant, dans d'autres, il y en a 6. Il me disait que s'il avait une secrétaire qui pouvait organiser tous ses rendez-vous pour lui, et qu'il n'avait qu'à rencontrer les enfants, que quelqu'un écrivait les PV et mettait en œuvre toutes les mesures, que lui ne faisait que rencontrer les enfants, il n'avait pas matériellement le temps de rencontrer 1 heure par mois chaque enfant dont il avait la charge. Comment est-ce qu'on peut en vouloir à cet homme de mal faire son travail ? Cet homme faisait des semaines de 60-80 heures et tombait régulièrement en burn-out. Bah oui, en fait, voilà. Mais donc, tant qu'on ne mettra pas les moyens pour faire correctement les choses et qu'on ne mettra pas en place des institutions
qui permettent réellement de faire bien les choses, on n'y arrivera pas. Voilà. Tout à fait. Alors d'abord, la justice réparatrice, si c'est à la demande de la victime, 1000 fois oui. Sinon, 1000 fois non. Quand je ne citerai pas de nom, je n'ai pas très envie d'être poursuivie, mais enfin, quand ce sont de brillants professeurs de droit constitutionnel qui ont recours à la médiation pénale pour éviter d'être sanctionnés et avoir un casier judiciaire, et que cette médiation pénale n'est pas faite à la demande des victimes, ça me pose quand même un sérieux problème. Et évidemment qu'en tant que victime, difficile de dire non, hein, une fois que c'est posé là. Non, en fait, le principe, toute la philosophie depuis 1965 autour de l'aide et de la protection de la jeunesse, et ça n'a pas changé depuis lors, c'est de déjudiciariser au maximum toutes les questions qui tournent autour de l'éducation des enfants. Ça veut dire qu'on peut avoir des services d'aide et de protection de la jeunesse qui cumulent des dossiers comme ça, je vous parle en connaissance de cause, de faits, de témoignages, de preuves accablantes de toutes les violences. Eh bien, tout ça n'est jamais transmis au pénal. Et donc, les agresseurs peuvent admettre sans aucun problème devant les services d'aide et de protection de la jeunesse que oui, ils violent leurs enfants, oui, ils les prostituent, oui, ils les frappent, oui, ils font tout ça. Parce qu'en fait, y a une impunité. C'est-à-dire qu'au pire, on leur tapera sur les doigts et au pire, on placera leur enfant s'il y a de la place. S'il y a de la place, hein, vous entendez. Il suffit que la personne dise « mais promis, j'arrête ». Et ça marchera. Ma génitrice a fait ça pendant 6 ans, avec mes frères et sœurs mineurs. 6 ans. Avant que je tape des poings sur la table et que je fasse une crise d'hystérie, mais comme j'étais enceinte, c'est passé, et que le dossier soit enfin transmis au SPJ et que des mesures soient prises pour protéger ses enfants. Et pendant 6 ans, elle se pointait aux réunions en disant « Ah oui, c'est vrai. Ah oui, je fais ça, oui. Oh, je suis désolée. Non, mais je recommencerai plus. Hein. » Et je vous jure, c'est passé plusieurs fois par an, pendant 6 ans. Et vraiment, cette volonté de déjudiciariser, c'est une façon de dépolitiser les choses. Et tant qu'on ne montrera pas suffisamment aux politiciens et politiciennes à quel point c'est important pour nous, ça ne changera pas. Vraiment. Voilà, avec une série de questions. Alors, je vais commencer, parce que ça va éclairer pas mal de choses que j'ai déjà dites et que je vais continuer à dire, par ta question. Quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, j'étais réformiste. C'est-à-dire que pour moi, les institutions étaient correctes, mais il y avait des gens qui faisaient mal leur boulot et il fallait des meilleures lois pour que ça fonctionne. Et si on s'écarte un tout petit peu de l'inceste, même si tout est lié, parlons des maltraitances infantiles. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le Code pénal, mais le Code pénal interdit les coups et blessures. Et le Code pénal prévoit des circonstances aggravantes si la victime est mineure. Comment ça se fait qu'on ait des débats sur, pour ou contre la fessée ? Je veux dire, le Code pénal est très clair dessus depuis 1865. Je pense que personne parmi nous n'était né. Sur le fait que les coups et blessures sont interdits et que l'infraction est aggravée si ça concerne des mineurs. La fessée, qu'est-ce que c'est d'autre que des coups et blessures sur des mineurs ? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut avoir les meilleures lois du monde, si elles sont appliquées par des gens sexistes, racistes, homophobes et infantistes, les meilleures lois du monde seront instrumentalisées pour devenir racistes, sexistes, homophobes, infantistes, etc. Et donc, c'est dans ma to-do de vérifier la directive européenne et je ne l'ai pas encore fait, donc je ne vais pas m'aventurer et dire des bêtises. Par contre, oui, quand on regarde la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, que la Belgique a ratifiée en 89, j'avais 5 ans. L'intérêt de l'enfant est censé être une considération primordiale par rapport à tous les autres intérêts. Avoir des jugements qui disent « oui, mais monsieur va être malheureux s'il est coupé de ses liens avec ses enfants »,
ne devrait pas intervenir pour savoir si un enfant doit ou non rester en contact avec son violeur. Vraiment. Pourtant, aujourd'hui, c'est le cas. Donc oui, il y a ce qu'on dit, mais la justice reste patriarcale et l'intérêt des pères reste majoritaire. On entend beaucoup que dans la justice familiale, quand même, on peut dire ce qu'on veut, hein, patriarcat, dans la justice familiale, quand même, c'est les mères qui ont majoritairement la garde et qui ont majoritairement les pensions alimentaires. Spoiler, quand on regarde dans tous les dossiers qui a fait quelle demande, quasiment 100% des demandes faites par les pères devant la justice familiale obtient une réponse positive contre 40% des demandes faites par les mères. En d'autres termes, si les mères obtiennent la garde exclusive de leur enfant, c'est parce que les pères ne la demandent pas. Maintenant, par rapport au système tel qu'il est, une institution assez nouvelle, qui a été créée, la toute première en 2017, comme expérience, puis ça a fonctionné, et puis elle se développe depuis, et qui est l'institution dont j'entends le plus grand bien aujourd'hui. Alors, je ne dis pas qu'elle est parfaite, je ne dis pas que c'est une institution contre laquelle je n'entends rien qui ne va pas bien, soyons clairs. Mais enfin, c'est celle qui dysfonctionne le moins, celle qui dysfonctionne le plus, d'après les retours que j'en ai étant SOS Enfants, c'est le CPVS, le Centre de prise en charge des victimes de violences sexuelles. Alors, comme les politiciens aiment bien réfléchir à des choses de leur côté, au lieu de demander sur le terrain quels sont les besoins et d'appliquer les besoins, non, on fait les choses en y réfléchissant de manière théorique sans les personnes concernées. Et donc, les CPVS ont été pensés pour des victimes d'un agresseur inconnu. Vous voyez la représentation du viol dont je vous parlais tout à l'heure. Et du coup, ça a été pensé que pour des victimes adultes aussi. Parce que les enfants, ça va, ils sont protégés dans leur petit lit roi lion. Spoiler, si je ne dis pas de bêtises, 60% des personnes qui passent les portes d'un CPVS sont mineures, c'est ça les chiffres ? En tout cas, beaucoup. Il a fallu que les CPVS développent des protocoles de prise en charge des mineurs, ce n'était pas prévu en fait. Et donc les CPVS ont essayé de mettre des choses en place, et oui, alors les CPVS, c'est lié à un hôpital. Il y en a un dans chaque province pour le moment, et il y en a d'autres qui sont... il y a d'autres CPVS qui sont amenés à se développer. Pour le moment, c'est un dans chaque province et un à Bruxelles. C'est lié à un hôpital, et c'est des médecins et des infirmières légistes qui nous reçoivent et qui sont formés au recueil des preuves légistes, c'est-à-dire des preuves qu'on peut utiliser devant un tribunal, avec... Vous voyez ce qu'on appelle dans les séries américaines un kit de viol ou des choses comme ça. Bon, ça n'a pas le même nom chez nous, mais c'est un peu la même chose avec tout le kit qui permet d'essayer de prendre toutes les traces médico-légales possibles qui pourraient être utilisées en justice. Si les faits ont eu lieu il y a moins de 72 heures, une équipe de police vient directement sur place pour prendre la déposition de la victime. Si les faits ont eu lieu moins d'une semaine avant, c'est possible. La victime peut le demander, sinon elle peut se rendre... un rendez-vous peut être pris avec une équipe spécifiquement formée. Toutes les personnes dont je parle ici sont censées être spécifiquement formées aux violences sexuelles. Et si les faits ont lieu depuis plus qu'une semaine, ça va vraiment fort dépendre de la disponibilité de l'équipe en place. Mais sinon, généralement, on va plutôt la rediriger pour prendre un rendez-vous directement dans le commissariat. Effectivement, ça permet d'être pris en charge par des personnes qui sont formées. Maintenant, j'ai aussi eu une bénéficiaire. Donc moi, les personnes, on propose de l'aide de première ligne. Les personnes qui viennent nous poser des questions, on les appelle, nous, des bénéficiaires. J'ai déjà eu une bénéficiaire qui est tombée sur l'équipe qui était censée être de garde ce jour-là, était malade et a été remplacée par quelqu'un de pas formé. Et du coup, les étapes n'ont pas été suivies dans le bon ordre et en fait, le dossier a été classé sans suite parce qu'il y avait des erreurs de procédure. Donc ça arrive, mais c'est quand même beaucoup moins fréquent avec cette institution. À Bruxelles, les commissariats ont mis en place des cellules EVA pour Emergency Victim Assistance, merci.
Vous avez pu bénéficier de mon merveilleux accent anglais. Et alors, avant la mise en place des cellules EVA, quand on était un peu dans le milieu, on connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un, et donc, notamment via SOS Inceste, j'appelais Lily, et je lui disais, bon, j'ai besoin de quelqu'un à Bruxelles pour tel type de dossier, et voilà, on essaie de prendre des rendez-vous avec des personnes un peu formées, un peu compétentes dans la matière. Honnêtement, je n'avais un carnet d'adresses que sur Bruxelles, et c'est toujours le cas. Maintenant, il y a les cellules EVA, donc c'est un petit peu plus officiel, mais effectivement, avec toute la difficulté de les trouver. N'empêche que théoriquement, si vous appelez un commissariat ou une maison de justice, vous pouvez demander d'être mis en contact avec la cellule EVA et d'avoir le numéro. Et vous n'êtes pas obligé de faire ça seul. Mais c'est un premier échelon. C'est-à-dire là, quand on dépose plainte, il y a d'abord la plainte en elle-même au niveau de la police, puis il va y avoir l'enquête, où la magistrature intervient déjà, et puis ça va passer au niveau des poursuites pénales et du procès. Et en fait, on voit bien que... Alors moi, je travaille à Namur, je suis une ancienne bruxelloise, mais... donc aujourd'hui, je travaille à Namur, je fais partie de plusieurs plateformes provinciales, namuroises, du Hainaut, de Liège. Et on voit bien qu'on arrive à faire venir dans ces plateformes provinciales de lutte contre les violences le secteur associatif, les médecins. On arrive à faire venir un peu des gens, des PMS, des services sociaux, mais zéro personne de la magistrature, jamais. Et donc il y a un moment, on voit bien qu'il y a des choses qui bougent jusqu'à... voilà, pour vraiment notre plafond de verre, c'est quand même le gap vers la magistrature. Alors dans nos études de droit, on a des cours de psycho, Ouh là là, attention. Alors moi, mon cours de psycho, moi, j'étais vraiment passionnée premier degré de psycho, donc j'attendais ce cours avec impatience, et donc j'ai appris ce qui se passe biologiquement quand on touche ma peau, et que ça envoie un message jusqu'à mon cerveau qui transforme ce message en information qu'on m'a touché la peau. Et aussi que quand il y a des ondes, ça va jusqu'à mon oreille, et puis tout le chemin jusqu'au cerveau pour que mon cerveau le traduise en « c'est un son ». Yeah. Voilà, ça c'était mon cours de psycho. Bon, avec ça, qu'est-ce que vous voulez comprendre quoi que ce soit aux violences Et donc, oui, on n'est pas formés. Les magistrats ont tous suivi à partir de 2019 une formation sur les violences sexuelles, obligatoire pour tout le monde, en ligne, à distance. Il fallait que son ordinateur soit allumé. Moi, j'étais une des enseignantes. J'avais majoritairement des écrans fermés. Alors, parfois, ils mettaient quand même leur caméra, et je voyais bien que la caméra était là, le son était coupé, mais je les voyais parler et travailler toute la journée. Donc, j'imagine bien que le son n'était pas allumé, puisqu'ils recevaient des gens. Mais ils étaient officiellement là, yes. Et je milite non seulement pour qu'on forme les magistrats, mais que ce soit des formations certificatives. C'est-à-dire qu'à un moment, il faudrait quand même qu'il y ait un examen, quoi. Je veux dire, moi, j'aimerais bien que ces gens répondent à une question, ne fût-ce que qui était le nom des personnes que vous avez vues, ou combien de personnes différentes avez-vous vues sur la journée. Rien que ça, je pense que les 3/4 ne savent pas y répondre. On ne parle même pas du fond. Et je ne dis pas ça pour les critiquer. Je veux dire, à un moment, si le système est tel que... on parle de gens qui sont aussi de plus en plus... débordés par trop de boulot, si on dit qu'ils doivent suivre des formations mais qu'on ne leur donne pas réellement le cadre pour le faire et qu'on ne leur donne pas des jours de congé dans leur temps de travail pour le faire, voilà, donc il y a des choses qui sont très problématiques. Par contre, les cellules EVA, pour revenir à ça, c'est qu'à Bruxelles. Donc vraiment, tout le reste de la Belgique, particulièrement la Wallonie, pas particulièrement parce que à l'opposé de la Flandre, juste, je ne suis pas néerlandophone, donc voilà, je ne veux pas m'avancer, mais vraiment, il n'y a rien, à part les CPVS. Et le problème, pour répondre à votre question, pour commencer à répondre à votre question sur l'impact du syndrome d'aliénation parentale sur les pratiques des mères, mais commençons par les pratiques tout court, à quel point ça influence? Eh bien, on a eu, cas véridique, évidemment, je ne donne aucun nom, on s'entend, petite fille, garde alternée assez qui se passe pas bien, et donc le juge prévoit que le transfert de garde a lieu via l'école. Donc
Le lundi matin, petite fille arrive avec son papa, et lundi soir, c'est maman qui reprend petite fille jusqu'à la semaine d'après. Je ne sais pas si ça se passe un lundi, un mardi, on s'en fiche, mais vous voyez l'idée. Okay, petite fille arrive à l'école. Petite fille a 4 ans, et petite fille a un comportement très bizarre. Son enseignante se pose des questions et interroge la petite, la prend à part et lui pose des questions. Et les réponses de la petite la font paniquer. Elle appelle la direction et ils décident d'amener la petite au CPVS. Et c'est sur place, en se disant, c'est des médecins, c'est une situation d'urgence et c'est l'hôpital qui sera chargé de prévenir les parents. Enfin, on se décharge. Et moi, c'est ma recommandation aux écoles d'ailleurs. La petite arrive au CPVS, elle est prise en charge par une équipe et les parents, enfin en tout cas la mère est informée, puisque c'est madame qui va récupérer la petite, donc elle revient de 7 jours sans avoir vu sa mère. Et elle est donc informée et elle arrive à l'hôpital et on l'informe que la petite a été examinée et pardon, c'est difficile ce que je vais dire de nouveau, visualisez pas si vous êtes visuel, qu'on a prélevé du sperme dans son vagin. Et elle se doutait qu'effectivement c'était possible et en même temps elle n'avait aucun élément de preuve et elle avait très 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 peur que ça se retourne contre elle. Et donc elle avait très très peur d'en parler parce que rien que les autres formes de violence qu'elle avait mentionnées durant la procédure, on lui avait fait comprendre que si elle insistait un peu trop, elle perdrait complètement la garde. Et le médecin estime que là c'est beaucoup trop grave et transmet d'autorité au service de protection de la jeunesse et au parquet pour lancer une enquête. Le dossier arrive au service d'aide à la jeunesse et la déléguée en charge du dossier, j'imagine, ne l'ouvre pas, j'ose espérer que c'est ça qui se passe, mais estime que c'est un cas d'aliénation parentale. Hein. Et donc, un juge est nommé en urgence pour se positionner. Et la recommandation du service d'aide à la jeunesse est « Monsieur le juge, madame est aliénante, elle souffre d'aliénation parentale, il ne faut pas la croire, il faut protéger cet enfant. Et ma recommandation, c'est une garde exclusive chez monsieur. » Dans cette histoire, le médecin de garde du CPVS a été au courant. Et normalement, sa mission s'arrête là. Mais ce monsieur, cette madame, ce médecin, eh bien, a été tellement choqué, comme nous le sommes tous ici, même le chien, vraiment, que ce médecin a contacté la déléguée, sa hiérarchie et le juge de la jeunesse pour expliquer le cas, pour expliquer que cette petite fille n'avait pas été en contact avec sa mère depuis 7 jours et que du sperme avait été retrouvé et que c'est absolument pas la mère qui invente quoi que ce soit et que c'est factuel. Et DS merci, le juge l'a écouté et l'histoire, à ce moment-là, se finit bien. Alors évidemment, c'est le côté très frustrant de la première ligne. Moi, j'ai les histoires là et puis j'ai pas la suite. Mais en tout cas, à ce moment-là, le juge croit la mère et prend des mesures pour protéger l'enfant. Mais donc, on en est à ce point-là. Et puis, on a des mères que j'accompagne un peu plus longtemps que de la première ligne et qui, alors, ne doutent pas, parce qu'il ne s'agit pas de douter d'elle-même, il ne s'agit pas de douter d'avoir dit la vérité ou pas, il s'agit de croire son enfant. Et donc, moi, j'ai très peu de mères qui me disent, alors, je parle que de mon expérience, je ne dis pas que ça n'arrive pas. Là, je parle des personnes avec qui moi je suis en contact, hein, précisons. Mais j'ai très peu de mères qui me disent « j'ai dû me tromper ». Non, moi, les mères, elles savent, enfin, leur enfant leur a dit, et donc elles croient leur enfant. Par contre, elles se disent souvent « j'aurais pas dû le dénoncer ». Et donc, j'ai des mères qui vont jusqu'à dire au juge « non, mais en fait, je me suis trompée ». Donc, il y en a qui le disent « je me suis trompée, en fait, pardon ». Parce que ça leur permet de récupérer leur enfant à mi-temps plutôt que pas du tout. Et donc de revenir sur leurs accusations pour pouvoir au moins avoir l'enfant à mi-temps et mettre en place des choses pour protéger cet enfant la moitié du temps, c'est quand même mieux que rien. Et si c'est présenté à l'enfant, expliqué à l'enfant, si on dit à l'enfant, voilà, je te crois, mais la justice ne te croit pas, et voilà, je vais mentir pour que tu puisses rester un peu près de moi plus... Je pense que ça peut être sain. Maintenant, si on fait croire à l'enfant aussi qu'en fait on s'est trompé et qu'on ne le croit pas, je pense que ça peut être hyper délétère. Donc voilà, par rapport à la construction, ce que je dis aux mamans qui me consultent, c'est que
l'inceste qu'on subit est délétère et détruit. Mais ça détruit à partir du premier acte qui est commis, pas à partir du moment où on en parle. C'est le premier acte qui commence la destruction. Par contre, on va pouvoir se reconstruire d'abord parce que des personnes nous disent que ce qu'on vit n'est pas normal. Moi, dans mon histoire, ça a commencé très jeune et j'ai découvert à 9 ans que c'était pas normal. Qu'est-ce que j'ai demandé à ma meilleure amie, vraiment, premier degré. Et elle dit, toi, quand ça arrive, du coup, qu'est-ce que tu fais ? Et elle, ça ne lui arrivait pas. Et ça l'a complètement traumatisée. Elle s'est levée, elle est partie en courant. Vraiment, on se souvient toutes les deux de cette discussion. C'est la marraine de ma fille aînée, on est toujours en contact. Ça l'a vraiment traumatisée. Et c'est là que j'ai pris conscience que, en fait, si j'aime pas, si je le vis pas bien, c'est pas parce que moi j'ai un problème. Jusque-là, c'est ça que je croyais. Mais c'est parce qu'en fait, c'est pas OK. 9 ans. Ça a commencé, j'avais moins de 2 ans. Et c'est le cas de beaucoup d'enfants. Hein. Quand ça arrive avant 6 ans, l'extrême majorité, si pas la totalité des enfants, pensent que c'est normal. Donc déjà, savoir que ça l'est pas, c'est quelque chose. Et savoir qu'un adulte nous croit. Et que cet adulte ne fasse pas des promesses qu'il ne peut pas tenir. Dire « je vais te sortir de là quoi qu'il arrive », dans les conseils que je donne, c'est « je vais faire tout mon possible, moi je te crois, et je vais faire tout mon possible pour trouver des solutions, mais ne pas faire des promesses qu'on ne peut pas tenir. » Ou les expliquer si on ne peut pas les tenir. Et moi, mon conseil, c'est horrible en fait, parce que... Alors moi, si je découvrais que mon compagnon, qui est parmi nous aujourd'hui, incestait nos enfants, je ne sais pas s'il sera encore vivant, honnêtement, à la fin de la journée. En même temps, je ne sais pas si vous avez suivi un peu, alors ça se passe à Namur, mais vous avez suivi ce monsieur-là. Son voisin est un pédocriminel condamné. Il a une obligation d'éloignement pour les enfants, sauf qu'en fait, il a réaménagé un garage dans lequel il fait venir des enfants qu'il viole. Et ce monsieur, c'est le compagnon d'une femme qui a un petit garçon. Et ce mec, cet agresseur, vient chez lui pour lui parler et lui dit « Ah bah oui, en fait, je viole ton beau-fils. » Et il décrit des fellations, notamment, qu'il impose au gamin. Le mec perd la tête, lui casse la figure. Certes, l'agresseur est entre la vie et la mort. Bah, le monsieur est en prison depuis plusieurs mois. Et chaque mois, eh bien, son maintien en garde à vue est prononcé et prolongé, merci, alors que plusieurs personnes avaient déjà déposé plainte contre l'agresseur en dénonçant le fait qu'il y avait qu'il était en contact avec des enfants et qu'il transgressait la libération conditionnelle. Et bon, ça, on avait le temps quand même. Hein. Il n'y avait pas d'urgence, quoi. Donc, c'est très compliqué. Mon conseil, c'est d'objectiver le plus possible les choses, de prendre des vidéos, des documents, des messages, tout ce qu'on peut. Mais tant qu'on n'a pas de preuves absolument indéniables, si on arrête de transmettre l'enfant à monsieur, c'est nous qui allons être poursuivis et condamnés pour non-représentation d'enfants, qui est une aberration dans le code pénal. Hein, l'incrimination de non-représentation d'enfants, il y a un vrai... Ok. Il y a un vrai problème avec ça. Si on a déposé plainte et qu'on voit que les choses se retournent, qu'on ne croit pas, et que les choses se retournent contre nous, ça peut être de faire machine arrière, non pas pour dire qu'on ne croit pas à notre enfant, mais pour éviter de perdre la garde, ou si on a les moyens de... Enfin, en tout cas, non. Ouh là là, en plus je suis filmée. Donc moi, ce que je dis aux femmes, c'est que vous comprenez, je ne peux absolument pas vous conseiller de changer d'identité, et je ne peux absolument pas vous conseiller d'aller dans un autre pays avec qui la Belgique n'a pas de contrat d'extradition, de convention d'extradition. Bien sûr, je ne peux pas leur conseiller ça, et je ne peux pas leur dire que si jamais elles choisissaient cette option, je ne veux pas savoir leur nouvelle identité et le pays où elles sont.
parce que je ne suis pas soumise au secret professionnel de manière aussi intense que leur avocat ou avocate, mais que par contre, je peux continuer à collaborer avec leur avocate si besoin et aider dans les procédures. Vous imaginez bien que je ne peux absolument pas dire ça. Voilà. Mais ça implique d'avoir les moyens, d'avoir un enfant concerné, pas d'autres. Enfin, je veux dire, quand c'est une fratrie avec des mariages recomposés, quand on a une vie installée, enfin, tout le monde ne peut pas se le permettre. Et surtout, ça veut dire qu'on va être à vie. Je veux dire, même quand l'enfant aura 18 ans, bah, on sera toujours kidnappeuse d'enfants, hein, à vie. Donc, c'est des conséquences qui sont dramatiques, vraiment. Et voilà. Oui. Et après, on voit ce qu'on fait. Allez, on fait ça. 30 secondes. 1, 2, 3. Oui, les CPVS, je l'ai dit, c'est en théorie, la situation visée, c'est moins de 3 jours ou une semaine. Au début, c'était genre moins de 3 jours ou une semaine. Puis ils ont élargi à 1 mois parce qu'ils se sont rendus compte. Et vraiment, on se rend bien compte que sur le terrain, ça ne marche pas. Et moi, je continue à renvoyer vers cette institution parce que, surtout en dehors de Bruxelles, il n'y a pas de cellule EVA. Par contre, les CPVS sont en contact avec les policiers, les policières qui sont formées et mettent quand même en contact avec une prise en charge qui est quand même, qui est l'institution la plus adéquate. Pas la plus adéquate dans l'absolu, mais parmi toutes celles qui existent, ça reste quand même une institution adéquate. Mais je suis entièrement d'accord avec vous et moi je milite pour qu'il y ait l'équivalent des CPVS, mais pour la prise en charge de l'inceste en général. Mais voilà, et le sujet d'aujourd'hui, c'était les parents protecteurs. Et donc c'est pour ça que je n'ai pas parlé d'inceste entre mineurs. Vous avez dit que c'est une grande majorité, c'est une grande minorité plus exactement. C'est-à-dire que ça reste une minorité des cas, mais ça reste une très grande minorité des cas, puisque c'est quand même 40% des incestes qui sont commis par d'autres enfants. Et donc c'est absolument important d'en parler. Mais du coup, le sujet de cet après-midi, c'était effectivement quand l'agresseur est un autre adulte, mais pas du tout parce que les autres situations sont moins graves ou moins importantes, ou juste c'est pas les mêmes choses qui se passent. Mais je pense que ça pourrait être très intéressant de prévoir un autre moment pour discuter de ce sujet-là. S'il y a suffisamment d'intérêt, vraiment, il y a aussi beaucoup de choses à dire. Oui, d'ailleurs, nous, on a demandé à la tricoterie de continuer l'année prochaine. Hein. On vous le dit tout de suite. Alors, on pense qu'on va faire une pause, si vous êtes d'accord, parce que c'était quand même un peu, je ne sais pas vous, mais moi, je me suis enfoncée dans mon fauteuil. Donc on vous propose une pause de 15 minutes, et puis on passera à Fatma. Et puis après, on voit ce qu'on fait pour la suite, atelier, pas atelier, parce que vu... Voilà. Mais ça, on en rediscute après quand on se remet ensemble. Donc on revient dans un quart d'heure pour l'intervention de Fatma.